Le sang coulait encore de ma tempe quand j'ai ouvert les yeux, pas sur le bitume froid de la Seine où je m'étais jeté, mais dans le bureau de mon père, 20 ans plus tôt, le jour même où tout avait basculé. Mon frère, ce serpent au sourire poli, venait de signer l'ordre de mon renvoi, et moi, Étienne Duval, le bâtisseur infatigable de l'empire familial, je le regardais, impuissant, avec les yeux d'un mort-vivant. La trahison n'était pas qu'un mot, c'était une lame qui m'avait éviscéré, et maintenant, ressuscité dans cette chair jeune et vibrante, je sentais le goût métallique de la vengeance sur ma langue. Paris, 2005. La ville des Lumières masquait ses ombres sous les néons des Champs-Élysées, mais dans les couloirs feutrés de Duval Industries, l'obscurité régnait déjà. J'avais 28 ans ce jour-là, frais émoulu d'HEC, avec des rêves plus grands que la tour Eiffel. Père, ce vieux lion usé par les crises pétrolières des années 80, m'avait légué une entreprise moribonde, une petite maison de vin et spiritueux, nichée dans les caves humides de Saint-Émilion, qui peinait à sortir 5 millions d'euros par an. Étienne, mon fils, sauve-la, m'avait-il murmuré sur son lit de mort, ses doigts arthritiques serrant les miens comme un serment. Et j'avais sauvé, oh oui, j'avais sauvé. Les années suivantes furent un tourbillon de nuits blanches et de négociations acharnées. J'ai transformé Duval en un géant, partenariat avec les châteaux bordelais, exportation fulgurante vers New York et Tokyo, une ligne de spiritueux premium qui s'est vendue comme des petits pains dans les bars branchés de Pigalle. À 38 ans, en 2015, nous avions atteint les 100 millions de chiffres d'affaires. Les journaux titraient Le prodige de Bordeaux, et moi, je trinquais avec des investisseurs saoudiens dans les salons haussmanniens du 8e arrondissement. Mon frère, Alexandre, n'était qu'une ombre dans tout ça, le fils aîné, le dilettante, qui préférait les cocktails au Ritz au bilan comptable. Père l'avait nommé PDG nominal pour l'équilibre familial, mais c'était moi qui tenais les rênes, moi qui signais les chèques, moi qui portais le poids. Pourtant, le jour de mon renvoi, en 2015 non, attendez, dans cette villa, c'était le point de non-retour. J'étais rentré dans le bureau vitré du dernier étage, place de la Concorde, avec un contrat en poche, un deal à 50 millions avec une distillerie écossaise. Alexandre était là, assis dans le fauteuil de cuir de père, flanqué de 2 avocats aux cravates impeccables. Étienne, mon cher frère, avait-il dit d'une voix mielleuse, l'entreprise a besoin de 109. Tes méthodes. Disons qu'elles sont trop risquées. Risquées ? J'avais bâti ça de mes mains. Les chiffres dansaient devant mes yeux, 100 millions, grâce à moi. Mais les documents qu'il m'a tendus étaient clairs, licenciement pour faute grave, clause de non-concurrence qui m'enterrait vivant. Tu as détourné des fonds, Étienne. Des irrégularités dans les comptes des fournisseurs bordelais. Mensonge. Pur mensonge forgé dans les ténèbres de sa jalousie. J'ai supplié, non, j'ai hurlé. Les employés, ces ombres loyales que j'avais recrutées dans les vignobles, me regardaient à travers la vitre comme un condamné. Alexandre a souri, ce sourire de requin qu'il avait hérité de mère, la froide anglaise qui nous avait abandonnés pour un amant italien. C'est pour le bien de la famille, frangin. Le bien de la famille ? Il avait falsifié les livres, je le savais maintenant, ressuscité dans ce passé, il avait siphonné des millions pour ses dettes de jeu au casino de Deauville, et m'avait fait porter le chapeau. J'ai claqué la porte, descendu les escaliers en titubant, et 2 jours plus tard, le pont de l'Alma m'a vu plonger dans les eaux noires de la Seine. Mort traîtreusement piégé par le sang de mon sang. Mais la mort n'est pas une fin absolue pour les Duval. Quand j'ai repris conscience, ce n'était pas au paradis des vendanges éternelles, mais dans le corps de mon moi de 2005, le jour du renvoi au non. Attendez, le renvoi n'avait pas encore eu lieu dans cette timeline. 2005 ? Père était encore vivant, l'entreprise à 20 millions à peine, et Alexandre complotait déjà dans l'ombre. Le choc m'a traversé comme un éclair, mes souvenirs des 2 vies se superposaient, un kaléidoscope de trahison. J'ai regardé mes mains, jeunes, sans les cicatrices des burn-out ultérieurs. Bonjour, Étienne, a dit la secrétaire, Marie, avec son accent provençal chantant. Votre frère vous attend en salle de conseil. Mon cœur battait la chamade. Cette fois, je ne serais pas la victime. J'entrais dans l'arène avec les armes d'un fantôme, la connaissance de chaque coup bas, de chaque billet sale qu'Alexandre avait touché. La vengeance ? Ce n'était pas un plat froid, c'était un Bordeaux millésimé, à déguster lentement, jusqu'à la dernière goutte empoisonnée. La salle de conseil puait le tabac froid et l'ambition rance. Père présidait, sa canne en ébène tapotant le sol comme un métronome funèbre. Alexandre, à sa droite, feuilletait des rapports avec une feinte concentration. Étienne,
Fiston, on discute de l'expansion vers l'Asie, grommela Père, ses yeux voilés par la cataracte naissante. J'ai hoché la tête, mais mon regard croisa celui d'Alexandre, il y avait déjà cette lueur, ce calcul froid qui, dans ma vie précédente, m'avait coûté tout. Excellente idée, Père. Mais attention aux intermédiaires corrompus. Certains frères pourraient bien nous vendre aux enchères. Le silence tomba comme une guillotine. Alexandre blêmit, sa main tremblant sur le stylo. Père ricana, toujours le sens de l'humour noir, hein. Mais moi, je voyais clair, c'était le début. Ce soir-là, dans mon appartement haussmannien du Marais, j'ai ouvert un coffre-fort imaginaire dans mon esprit, rempli de secrets. Le premier, les dettes d'Alexandre à Deauville, pas encore contractées, mais je savais les dates précises. Le deuxième, sa liaison avec la femme de notre principal investisseur, un scandale qui couvait depuis des mois. Et le troisième, le plus sombre, le faux témoignage qu'il avait ourdi contre moi, en 2015, avec la complicité d'un comptable véreux nommé Laurent. Je n'ai pas dormi. Au lieu de ça, j'ai rédigé des emails anonymes, semé des graines de doute. Le lendemain, lors du déjeuner familial au café de Flore, j'ai glissé à Père, Alexandre semble distrait. Des problèmes d'argent, peut-être? Père a haussé les épaules, mais la graine était plantée. La tension montait, invisible mais palpable, comme l'orage qui gronde sur la tour Montparnasse. Les semaines passèrent en un balai de manigance. J'ai accéléré l'expansion, un contrat avec un distributeur japonais, signé en personne à Tokyo, me laissant des nuits solitaires dans des ryokans froids, à ruminer ma double vie. Alexandre, sentant le vent tourner, a tenté de me saboter, des rumeurs sur ma folie des grandeurs dans les couloirs. Mais j'étais prêt. J'ai rencontré Laurent en secret, dans un bistrot anonyme de Belleville, et lui ai offert un chèque pas pour le silence, mais pour la confession. Raconte-moi tout sur les irrégularités que tu prévois de fabriquer, ai-je murmuré, mes yeux le transperçant. Il a pâli, balbutié, mais l'appât du gain l'a eu. J'enregistrai tout. Bientôt, les 50 millions annuels étaient en vue. Père, sentant sa fin approcher, m'a convoqué seul. Étienne, l'entreprise Étienne. Alexandre. Il n'a pas ton feu. J'ai acquiescé, la gorge serrée par le poids des vies non vécues. Mais la trahison d'Alexandre n'était pas qu'ambition, c'était personnel. Dans ma vie passée, j'avais découvert, trop tard, qu'il avait empoisonné Père non, pas littéralement, mais avec des médocs trafiqués pour accélérer l'héritage. Un secret chongiu dans les dossiers médicaux de l'hôpital Necker. La nuit où Père mourut, en 2006, je veillais au chevet, Alexandre feignant les larmes de l'autre côté. Mais cette fois, j'avais les preuves, l'analyse toxicologique que j'avais exigée en douce. Il a forcé les doses, docteur, ai-je accusé le lendemain, dans le bureau glacial de l'hôpital. Le scandale éclata comme une bombe, Alexandre accusé de maltraitance, interrogé par la police. C'est absurde, hurla-t-il au téléphone, sa voix brisée. Frère, tu me ruines. Ruine? C'était le début de sa chute. Pourtant, il rebondit, ce démon. Avec l'héritage partagé inégalement en ma faveur, il ourdit un plan B, alliance avec un concurrent lyonnais, pour me couler. J'appris ça par un informateur, une ancienne maîtresse d'Alexandre, que j'avais achetée avec des promesses de luxe. La tension culmina lors d'une assemblée actionnaire, sous les plafonds dorés de l'Opéra Garnier. Messieurs, Duval Industries prospère grâce à l'innovation, pas aux magouilles familiales, déclamai-je, projetant des slides incriminants, transfert bancaire suspect vers des comptes offshore à Monaco. Alexandre se leva, livide, mensonge. Étienne est un paranoïaque. Mais les votes tombèrent, je devins PDG incontesté. Il quitta la salle, traînant sa défaite comme un boulet. Ce soir-là, dans mon lit, je sentis le premier frisson de triomphe, mais la vengeance n'était pas finie. Il y avait encore les 100 millions à atteindre, et le twist qui l'attendait, ce lundi fatidique. Les années suivantes furent un feu d'artifice de succès empoisonnés. 2007, lancement de Duval Noir, notre whisky infusé de notes de chêne français, qui conquit les palaces de la Côte d'Azur. Les ventes explosèrent, 30 millions la première année. Alexandre, banni du conseil mais pas de l'héritage, rôdait comme un loup blessé. Il s'était installé dans un appartement tape à accent Graveleuil du Triangle d'Or, financé par des prêts usuraires, et complotait depuis Londres. J'avais des yeux partout, détective privé, un réseau d'espions dans les bars à absinthe de Montmartre où il noyait ses rancunes. Un soir d'automne 2008, alors que la crise financière secouait Paris comme un Vendée,
il tenta son premier coup bas direct. Une fuite anonyme dans le Figaro, Duval Industries soupçonné de blanchiment via vignobles italiens. Les actions chutèrent de 15% en une nuit. Je ripostai avec une conférence de presse impitoyable, place Vendôme, entourée de journalistes avides. La calomnie est l'arme des faibles. Voici les audits indépendants. Les caméras flashèrent, et Alexandre, regardant depuis son écran, dut sentir le sol se dérober. Mais sa malfaisance allait plus loin, j'appris, par un enregistrement volé, qu'il avait contacté nos fournisseurs bordelais, offrant des pots de vin pour rompre les contrats. La trahison me rongeait, non pas par surprise, je la connaissais par cœur, cette litanie de bassesse, mais par sa profondeur viscérale. Dans ma vie précédente, j'avais cru en la famille, en ce mythe gaulois de solidarité. Père nous contait des histoires de résistance, de Duval uni contre les Prussiens en 1870. Mensonge. Alexandre n'était qu'un parasite, nourri à mes frais, et maintenant, il me dévorait. Je décidai d'un contre-coup controversé, engager un hacker freelance, un gamin de banlieue de Clichy, pour infiltrer les comptes d'Alexandre. Trouve-moi les squelettes, lui dis-je dans un cybercafé anonyme de la Bastille. Les résultats arrivèrent une semaine plus tard, 2 millions détournés pour des paris à Enghien, et pire, des photos compromettantes avec la fille de notre banquier principal, une mineure aux yeux innocents. Le dilemme me tordit les tripes. Rendre public? Ruiner une vie jeune, innocente? Ou l'utiliser comme levier? J'optai pour le gris moral, ce terrain glissant où la vengeance française excelle, un chantage discret. Une lettre anonyme à Alexandre, abandonne tes manigances, où les photos atterrissent sur le bureau de ton beau-père. Il capitula, temporairement. Mais la haine entre nous s'envenima, un poison lent qui suintait dans chaque appel familial forcé. 2010 marqua l'apogée de ma renaissance. L'entreprise toucha les 60 millions, avec une acquisition d'un domaine en Provence pour des rosés bio qui firent fureur à Cannes. Je devins une figure des dîners en ville, toisant les puissants du CAC 40 depuis ma table au Fouquet's. Pourtant, la solitude me rongeait. Pas de femme, pas d'enfant dans ma vie passée, j'avais tout sacrifié à Duval, et le pont de l'Alma en portait témoignage. Cette fois, je flirtais avec l'idée d'une vie, Élise, une œnologue talentueuse de nos caves, aux cheveux roux comme le sunset sur la Garonne. Étienne, tu portes le monde sur tes épaules, me dit-elle un soir, lors d'une dégustation privée. Je faillis craquer, lui confier mon secret de mort et de retour. Mais non, la vengeance d'abord. Alexandre, lui, sombrait. Exclu des cercles, il se rabattit sur des affaires louches, importation de spiritueux frelatés d'Europe de l'Est, vendus sous le manteau dans les clubs underground de Pigalle. J'aurais pu l'arrêter, alerter les douanes, au lieu de ça, je le laissais creuser son trou. Chaque info que je glanais via mes contacts au quai des Orfèvres était une brique dans mon mur de revanche. Et le secret le plus enfoui, celui qui me hantait les nuits, en 2015, il n'avait pas seulement falsifié les comptes. Il avait commandité un accident pour moi, après mon renvoi. Un dérapage sur l'autoroute A6, que j'avais évité de justesse en sautant du pont. Mais qui sait, dans cette vie, s'il n'essaierait pas à nouveau? La tension grimpa en 2012, lors d'un gala de charité à Versailles. Les lustres scintillaient, les robes de soie bruissaient, et Alexandre s'y incrustait, saoulé au champagne millésimé. Il m'aborda dans les jardins, sous la lune pâle, frangin, on pourrait repartir à zéro. Partageons. Ses yeux étaient injectés de sang, son haleine aigre. Je ris, un rire froid comme la Loire en hiver. Partager? Comme tu as partagé père avec tes pilules? Il recula, blême. Qu'est-ce que tu insinues? Tout. Je l'avais piégé avec des preuves médico-légales, transmises anonymement au procureur. L'enquête rouvrit, discrète mais inexorable. Il contre-attaqua par la presse People, une histoire bidon sur ma double vide avec des escorts de la rue Saint-Honoré. Les tabloïds s'en délectèrent, le roi du vin et ses secrets sulfureux. Mes investisseurs hésitèrent, les actions vacillèrent. Décision controversée, je portai plainte pour diffamation, traînant Alexandre devant les tribunaux de Nanterre. Le procès fut un cirque, témoignage de serveuse, expert en calligraphie pour les faux emails. Je gagnai, mais à quel prix? Ma réputation entachée, Élise qui s'éloigna, murmurant « La famille te bouffe, Étienne ». Pourtant, Duval rebondit à 80 millions en 2014. J'étais invincible, ou du moins le croyais-je. Alexandre, condamné à une amende ruineuse, disparut dans les brumes de la Normandie,
gérant un petit bar à Honfleur pour survivre. Mais je sentais le climax approcher, les 100 millions, ce seuil mythique de ma vie brisée, était à portée. Et avec eux, le lundi où tout basculerait pour lui. Élise revint, finalement, lors d'une vendange pluvieuse en Gironde. « Je ne peux pas te laisser seul avec tes démons, dit-elle, ses lèvres goûtant le raisin frais. Nous fîmes l'amour dans les cuves vides, un rituel païen sous les étoiles. Pour la première fois depuis ma résurrection, je sentis la chair revivre, pas juste l'esprit vengeur. Mais même là, Alexandre hantait, un appel anonyme, sa voix déformée, tu paieras, Étienne. Pour père, pour tout. 2015 arriva comme un coup près. L'entreprise frôlait les 95 millions. La grande fusion avec les Écossais était signée, un banquet prévu au Georges V. J'invitai Alexandre, par pitié ou par calcul ou je ne sais plus. Il vint, amaigri, les yeux creux. Félicitations, frère. Tu as gagné. Gagné? Non. La nuit suivante, je fouillai ses affaires, laissées en plan lors d'une beuverie, un dossier caché, révélant le vrai secret. Pas juste les dettes ou les liaisons. Il avait tué père, oui, mais aussi saboté ma vie entière, des lettres forgées à mère pour l'éloigner, des rumeurs d'enfance pour me discréditer auprès de père. Et le pire, en 2015 originel, après mon suicide, il avait effacé mon nom des annales de Duval, se proclamant le sauveur unique. La rage me consuma. Je décidai du coup final, une révélation publique, mais tordue, controversée. Pas la police trop propre. Non, un leak viral, via un blogueur influent de Mediapart, avec toutes les preuves. Le scandale Duval, fratricide et empire volé. Les médias explosèrent. Alexandre, acculé, tenta de nier, mais les faits le noyaient. Et ce lundi-là, le 15 juin 2015, il découvrit l'ultime twist, dans le dossier, une lettre de père, que j'avais exhumée des archives notariales. À mon fils Étienne, le vrai héritier. Alexandre, pardonne-lui ses faiblesses, mais ne lui donne jamais les clés. Il s'effondra, seul dans son bar normand, face à un ordinateur allumé sur l'article. La police frappa à sa porte à midi. Moi? Je signai le contrat à 100 millions, toast avec Élise au sommet de la tour Eiffel, le vent emportant les cendres de notre passé. Mais la victoire a un goût amer, quand elle est forgée dans le sang imaginaire d'un frère. Les jours suivants ce lundi fatidique, Paris bruissait de murmures, les Duval, une tragédie shakespearienne à la sauce bordelaise. Le Monde titrait fratricide financier, Alexandre Duval en détenu. Les caméras assiégeaient mon bureau, place de la Concorde, transformée en bunker. Je refusais les interviews, laissant les faits parler. Élise, à mes côtés, serrait ma main, c'est fini, n'est-ce pas? Fini? Dans ma tête, les échos de la scène persistaient, un rappel que la résurrection n'efface pas les cicatrices. Alexandre fut inculpé pour fraude aggravée et suspicion d'homicide involontaire sur père. Les preuves que j'avais patiemment amassées en enregistrement, transfert bancaire, analyse toxicologique formaient un filet inextricable. Lors de l'audience préliminaire au palais de justice de Paris, je témoignais, la voix ferme mais les entrailles nouées. Il a volé non seulement l'entreprise, mais notre âme familiale. Les juges hochèrent la tête, Alexandre me fusillant du regard depuis le box des accusés, ses menottes cliquetant comme un glas. Traître, cracha-t-il quand on l'emmena. Traître? Le mot ricocha en moi, qu'il était vraiment, dans ce théâtre d'ombre? La presse, affamée, creusa plus profond. Un secret enfoui refit surface, dans ma vie passée, Alexandre avait non seulement falsifié les comptes, mais il avait aussi manipulé notre sœur cadette, Claire, disparue en 2000 lors d'un voyage en Italie. J'avais toujours soupçonné son rôle au des appels suspects, des virements vers Rome. Ressuscité, j'avais engagé un privé italien pour fouiller, Claire n'avait pas fui, elle avait été internée dans une clinique privée, droguée pour troubles mentaux, sur ordre d'Alexandre pour éliminer une rivale à l'héritage. Le twist me frappa comme un coup de boutoir, il n'était pas juste ambitieux, il était monstrueux, un Macbeth en costard 3 pièces. Je décidai de ne pas le révéler publiquement, pas encore. Trop controversé, même pour ma vengeance. Au lieu de ça, je visitai Claire en secret, dans une maison de repos près de Lyon. Elle avait 40 ans maintenant, les yeux vides, mais un sourire timide quand je lui montrai une photo de père. « Étienne ?» Le petit frère, balbutia-t-elle. Je pleurai, pour la première fois depuis ma mort, lui promettant, il paiera pour nous tous. Elle hocha la tête, serrant ma main comme un ancrage dans la tempête.
Duval Industries, libéré du poison fraternel, explosa, 120 millions en 2016, avec une hypo timide à la Bourse de Paris. Les analystes louaient la renaissance Duval, ignorant le fantôme qui la pilotait. Élise et moi nous mariâmes en petit comité, dans un château de la Loire, sous un ciel d'octobre pluvieux. À la vie, pas à la mort, trinquâmes-nous avec du Duval rosé. Mais les nuits, les cauchemars revenaient, le saut dans la Seine, le sourire d'Alexandre au bord du pont. Était-ce vraiment de la vengeance, ou une boucle infernale que j'alimentais? Le procès d'Alexandre s'éternisa, un feuilleton judiciaire qui passionna la France. Témoignage des employés trahis, experts comptables disséquant les fraudes. Il se défendit avec éloquence, peignant le portrait d'un frère jaloux. Étienne m'a haï depuis l'enfance, volé ma place de fils aîné. Mensonge et honté, mais il toucha un jury ému par les drames familiaux. Le verdict tomba en 2017, 10 ans de prison ferme, plus restitution des fonds détournés. La salle explosa en murmures, moi, je restais stoïque, mais intérieurement, un vide s'ouvrit. Vengeance accomplie, et après? Claire guérit lentement, rejoignant l'entreprise comme consultante en bien-être, une ironie douce. Elle m'avoua un soir, lors d'un dîner au Train Bleu, tu as changé, Étienne. Comme si tu étais revenu d'entre les morts. Je ris, nerveux, éludant. Mais le vrai twist guettait, pendant sa détention, Alexandre envoya une lettre, via son avocat. Frère, je sais ton secret. La clinique italienne? J'y ai placé un mouchard. Tu n'es pas né en 77, comme les papiers disent. Mère t'a abandonné parce que tu es illégitime. Un bâtard d'un amant. Père l'a su, et c'est pour ça qu'il t'a préféré. Le choc me paralysa. Illégitime? Dans ma mémoire double, Père m'avait toujours traité en fils prodigue. Mais les doutes s'insinuèrent, des photos jaunies, un collier que Mère m'avait laissé, sans explication. Décision controversée, je commanditai un test ADN, en secret, via un labo discret de Genève. Les résultats arrivèrent un mardi gris, positif. Je n'étais pas un Duval de sang. La trahison ultime pas d'Alexandre, mais du destin lui-même. Pourtant, au lieu de m'effondrer, une rage nouvelle naquit, je le prouverai par mes actes, pas par le sang. Je confrontai Alexandre lors d'une visite pénitentiaire à Fresnes, sous les barreaux froids. Ton chantage ne marche plus. Je suis Duval par choix, pas par naissance. Il rit, un rire brisé, alors pourquoi cette soif de sang? Tu es comme moi, au fond. Peut-être. La frontière entre vengeur et monstre s'effaçait. Élise, sentant le trouble, insista pour une thérapie, laisse le passer, Étienne. Construit. Je cédai, sessions hebdomadaires avec un psy freudien du 16e, déballant tout au sauf la résurrection, bien sûr. 2018 apporta la prospérité, 150 millions, expansion en Chine. Mais le scandale familial ressurgit quand un journaliste fouineur déterra l'affaire Claire. Duval, un frère enterré vivant? Les actions plongèrent. Je ripostai avec une fondation pour les victimes de maltraitance familiale, donnant des millions à des refuges parisiens. Image réhabilitée, mais au prix d'une introspection forcée, ma vengeance avait-elle sauvé, ou détruit? Le climax personnel vint en 2019, lors d'une remise de Légion d'honneur à l'Élysée. Macron me serra la main, Monsieur Duval, un exemple de résilience française. Résilience? Ironie. Ce soir-là, Alexandre s'évada au nom, une libération conditionnelle anticipée, pour bonne conduite. Il me contacta, rencontrons-nous. Une trêve. Contre l'avis d'Élise, j'acceptai, dans un café anonyme de la butte aux Cailles. Il était changé, cheveux grisonnants, regard hanté. Étienne, je regrette. Le pouvoir. Il corrompt. Je l'écoutais, le cœur divisé. Twist, il avoua le sabotage de 2015, le dérapage commandité. Je voulais te briser, pas te tuer. Pardon? Non. Mais je lui offris un chèque, recommence à zéro, loin d'ici. Il partit pour le Canada, un fantôme exilé. Pourtant, la paix fuit. Claire me confia un journal de mère, j'étais bel et bien le fils de père, mais conçu lors d'une liaison pardonnée. Le bâtard était un mensonge d'Alexandre, dernier coup bas. La boucle se ferma, non en BKCH, mais en catharsis. La décennie 2020 fut un mirage de stabilité, ponctué de tempêtes intimes. Duval Industries, dopé par la vague bio et les spiritueux sans alcool,
pulvérisa les 200 millions en 2021. Nos cuvées et résurrection, un clin d'œil secret à ma seconde chance, devint le must des apéros confinés à Paris. Élise et moi eûmes un fils, Lucien, né en pleine pandémie, ses pleurs résonnant dans notre appartement du 7e, face à la tour Eiffel qui scintillait comme un phare dans la nuit covidesque. Il a tes yeux verts, Étienne, murmura-t-elle, épuisée mais radieuse. Pour la première fois, je vis au-delà de la vengeance, un avenir, fragile mais mien. Alexandre, au Canada, refit surface sporadiquement, des cartes postales de Vancouver, des excuses laconiques. Je construis une petite brasserie. Apprends de mes erreurs. Je l'ai jeté au feu, mais le doute persistait. Était-ce une rédemption sincère, ou un nouveau piège? Mes détectives, toujours en veille, rapportaient une vie modeste, dette payée, pas de liaison sulfureuse. Pourtant, en 2022, un appel nocturne, « Frère, j'ai le cancer. Stade 4. Viens me voir. » Le mot « frère » me transperça. Décision controversée, je volai à Toronto, laissant Élise et Lucien à une babysitter fiable. L'aéroport Pearson bruissait de voyageurs masqués, Alexandre m'attendait, maigre comme un spectre, dans un café fade. « Tu es venu, dit-il, surpris. » Nous parlâmes des heures, de Père, de Claire, de la clinique italienne qu'il avait financée par culpabilité post-mortem. J'ai voulu te détruire parce que tu étais tout ce que je n'étais pas, fort, aimé. Aveu brut, sans larmes. Je lui pardonnai, non par faiblesse, mais par fatigue cosmique. Repose-toi, Alexandre. La famille. Elle survit. Il mourut 3 mois plus tard, me léguant sa brasserie, un geste final, ambigu. Son décès rouvrit les plaies publiques. Les médias, ces vautours éternels, titrèrent la fin tragique des Duval, réconciliation ou coup monté. Claire, maintenant directrice des ressources humaines chez nous, éclata en sanglots lors d'un conseil, il nous a tous brisés, mais toi, Étienne, tu nous as recollés. Recollés? Avec de la glu faite de mensonges et de silence. Lucien grandissait, posant des questions sur l'oncle méchant des journaux. Je lui racontais des versions édulcorées, il s'est perdu, mais a trouvé la paix. La tension personnelle culmina en 2023, lors d'une crise interne. Un scandale éthique, nos fournisseurs en Gironde exploitaient des migrants pour les vendanges. Les ONG hurlèrent, les boycotts pleuvaient. Moi, PDG intouchable, vis mon empire chanceler. Décision qui causa la controverse, je démissionnai temporairement, nommant Claire intérimaire, et plongeai dans l'enquête. Ce que je découvris? Des liens avec l'ancien réseau d'Alexandre, des intermédiaires véreux qu'il avait laissés en héritage. Ironie cruelle, sa mort n'avait pas tué le poison. Je nettoyais, impitoyablement, audit massif, licenciement, partenariat avec des coopératives éthiques. La presse applaudit la rédemption verte de Duval, mais intérieurement, je bouillonnais. Était-ce le karma de ma vengeance? Élise, enceinte de notre deuxième, me confronta, tu portes encore son ombre, Étienne. Laisse-la. Thérapie intensive, je parlais enfin de la mort symbolique, du pont, sans la résurrection. Un suicide raté, avouai-je. Elle pleura, nous pleurâmes, et naquit notre fille, Amélie, en 2024, un printemps doux sur la Seine. Duval se stabilisa à 250 millions, leader européen des spiritueux durables. Je devins philanthrope, fondation pour les familles déchirées, bourse pour les enfants de banlieue à HEC. Claire se maria, un vigneron provençal, et nous dansâmes à leurs noces dans les champs de lavande, un tableau idyllique qui masquait les fissures. Mais le vrai twist final guettait en 2025, ce décembre froid où tout boucla. Une lettre anonyme arriva, tu n'es pas ressuscité par hasard. Père avait un pacte à un occultiste bordelais, pour venger les Duval maudits. Baliverne? Pourtant, des souvenirs flous, un rituel dans les caves familiales, avant sa mort. J'enquêtais, visitant le vieil ésotériste à Saint-Émilion. Ton père a invoqué le retour, pour l'héritier pur. Alexandre était le cancer, toi, le remède. Superstition française, ou vérité? Le doute me hanta, mais je choisis l'acceptation, si c'était magie, tant mieux, si destin, j'en étais le maître. Le lundi 8 décembre 2025, écho ironique à celui de sa chute, Alexandre aurait eu 60 ans. Nous portâmes un toast fantôme, famille réunie autour d'une table au marais. Lucien leva son jus de raisin, à l'oncle, qui nous a appris le pardon. Je souris, les yeux sur la scène en contrebas, sereine cette fois. La vengeance?
Un chapitre clos. La vie, un vin nouveau, à savourer avant qu'il ne tourne. Pourtant, dans l'ombre, un dernier secret, j'avais gardé une fiole du poison d'Alexandre, par superstition. Je la brisais ce soir-là, libérant les fantômes. Paris scintillait, indifférente, et moi, Étienne Duval le bâtisseur, mort, ressuscité, j'étais enfin libre. Libre, dis-je? La liberté est un leurre parisien, un mirage dans les brumes de la Marne. 2026 apporta les épreuves ultimes, testant les fondations de mon empire reconstruit. Une cyberattaque massive frappa Duval, serveur piraté, formule de cuvée volée, rançon exigée en crypto. Les experts pointèrent des hackers russes, mais mon instinct hurla l'héritage. Alexandre mort, qui? Un complice oublié, peut-être Laurent le comptable, libéré et rancunier. Je mobilisai une équipe de la DGSI, ces ombres discrètes du boulevard Saint-Germain, et contre-attaquai, traçage des IP jusqu'à un appartement sordide de Pantin. L'arrestation fut théâtrale, porte enfoncée à l'aube, cri, un homme menotté qui cracha, pour Duval. Le vrai. Laurent, vieilli, aigri, avoua tout, Alexandre l'avait briefé avant sa chute, un plan B pour équilibrer les comptes. Décision controversée, pas de plainte immédiate. Au lieu, je l'infiltrai comme taupe, canalisant la fuite vers un concurrent bidon, piégeant les vrais coupables. Le contre-coup? Une OPA hostile déjouée, et Duval plus fort, à 300 millions. Élise, sentant mon épuisement, insista pour un sabbatique, va en Provence, avec les enfants. Nous partîmes, dans notre masse près d'Aix, sous les oliviers centenaires. Lucien, 8 ans, courait pieds nus, Amélie, 2 ans, babillait en provençal appris à la nourrice. Là, loin des néons, je confrontais le vide post-vengeance. Étais-je plus qu'un automate de rancune? Une nuit, sous les étoiles, Élise murmura, raconte-moi tout, vraiment. Les mots sortirent, la mort, le pont, l'éveil dans le passé. Elle rit d'abord, puis pleura, mon fou. Mais mon Étienne. Claire, enceinte de son premier, nous rejoignit. La famille Duval renaît, sans poison. Nous parlâmes d'Alexandre sans haine, un homme brisé par l'ambition, un frère malgré tout. Le pardon, ce concept si français, si catho-séculier, s'installa comme un vieux cognac. De retour à Paris, l'entreprise pulsa, innovation avec des IA pour les assemblages de vins, partenariat avec des start-up bordelaises. Je devins mentor, invitant des jeunes de cité à des stages, brisant le cycle des Duval élitistes. Mais le passé mordit encore, en 2027, un procès en appel pour Alexandre non, pour ses complices posthumes. Des preuves émergèrent, il avait planifié mon accident de 2015 avec un mécano véreux, payé en bitcoin. Le mécano, un prolo de banlieue, témoigna, il disait que vous voliez sa vie. Le verdict, condamnation mineure, mais pour moi, catharsis finale. Je visitais la tombe d'Alexandre, au Père-Lachaise, sous une pluie fine. Repose, frère. J'ai gagné, mais à quel prix? Les corbeaux croassèrent, indifférents. Lucien, curieux, posa une pierre, pour l'oncle. Un geste pur, qui guérit plus que les mots. 2028, apogée. Duval à 400 millions, coté en bourse, moi anobli par une médaille de l'agriculture. Élise et moi adoptons un rythme, vendange en famille, dîner au Plaza Athénée. Mais le twist ultime, personnel, un rêve récurrent, où je saute encore, mais cette fois, Alexandre tend la main. Éveil, résurrection ou psyché? Le psy haussa les épaules, l'inconscient français adore les drames. En 2029, Claire accouche d'un garçon, prénommé Étienne en mon honneur. La boucle? Non, un cercle élargi. Nous fêtons à Saint-Émilion, dans les caves ancestrales, trinque avec du 2005 l'année de ma renaissance. À la vie, dis-je, et pour une fois, c'est vrai. Pourtant, dans l'ombre, un dernier secret, j'ai écrit ces mémoires, anonymes, pour un éditeur underground. La vengeance du vin, un récit fictif, dis-je. Mais si quelqu'un lit entre les lignes. Tant pis. Paris, ville de trahison et de triomphe, m'a vu mourir et renaître. Alexandre détruit par sa découverte ce lundi-là, moi sauvé par la mienne. Fin. Ou nouveau millésime. La Seine coule toujours, indomptable. Et moi, je coule avec elle, vivant.